C'est-à-dire quand on parle de l'intelligence artificielle en 2026, la vraie question qu'on soulève aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a une bulle et est-ce que cette bulle va éclater ? La bulle, elle existe. Je pense que là, il faut arrêter de se voiler la face. Une IA, Andrea, défectueuse qui provoque un grand bug à 1000 milliards de dollars. Ouais. C'est possible ça. Scénario aussi un petit peu choc, Elon Musk lui envisagerait de déplacer le siège social de ses entreprises, à savoir Tesla, X et SpaceX, sur Mars. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Amaury de Tonquédec, c'est Allo la Martingale, soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. Habituellement, on prend vos messages sur le WhatsApp de la Martingale, en allant directement dans notre Linktree qui est dans la description de tous nos réseaux sociaux. Par exemple, il est dans la bio de notre compte Instagram, suivez-nous sur Instagram, vous êtes toujours plus nombreux et ça fait plaisir. Ou alors, vous nous écrivez directement à l'ancienne, par SMS au 07 49 76 11 67. Tout est permis ici, l'argent n'est pas un tabou. Que vous soyez investisseur débutant ou confirmé, on vous répondra. Question, objectif, situation, plus vous nous mettez de contexte, mieux on pourra vous aider. Mais cette fois-ci, on ne va pas prendre vos questions, on va les devancer. L'objectif, tout faire pour que vous soyez les mieux préparés pour investir comme des pros en 2026 et être prêts à tout. Imaginez un instant que le scénario le plus dangereux pour votre épargne ne soit pas celui que tout le monde anticipe. Chaque année, certains économistes s'amusent à imaginer l'impensable. Pas une récession classique, pas une hausse de taux un peu trop rapide, mais par exemple, et si les marchés financiers imposaient l'austérité en France, c'est un sujet d'actualité et on va en parler. Et puis, si la plus grande introduction en bourse de l'histoire avait lieu en 2026, ou alors qu'une technologie rendrait obsolète toute sécurité numérique du jour au lendemain, ou alors encore une intelligence artificielle qui devient patronne d'une grande entreprise, ou une monnaie qu'on croyait intouchable qui commence sérieusement à trembler. On va même parler du potentiel mariage de Taylor Swift, alors restez avec nous, oui, ça peut avoir beaucoup d'impact, beaucoup plus d'impact que vous ne le pensez, et aussi, on va parler de politique, de scénarios politiques qui paraissent improbables, mais qui ne le sont pas tant que ça. Alors oui, dit comme ça ressemble un peu à un pitch de série Netflix, sauf que les scénarios sont écrits par des stratégistes de marché, et l'histoire nous a appris une chose, les événements improbables arrivent toujours plus souvent que prévu. Aujourd'hui, on ouvre cette boîte noire, alors accrochez-vous. Après des études en finance, il commence sa carrière au sein de la société Edmond de Rothschild, puis il rejoint Saxo Bank en 2010 et occupe le poste de responsable de la relation client et des activités marché pour la succursale française de Saxo Bank. Il assure ainsi la responsabilité de la gestion et du développement de la relation avec les clients de Saxo Bank. Andrea Tueni, responsable des activités de marché chez Saxo Bank, est avec nous. Salut Andrea. Salut Amaury. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, ça me fait très plaisir de te recevoir. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Et petite anecdote, on en parlait juste avant de cet enregistrement. T'as même rencontré ta femme chez Saxo Bank et t'as été très rapide parce que tu m'as dit qu'elle était restée que 3 mois. Donc bravo, félicitations. Oui. Ouais, non, mais c'est voilà. Alors on va peut-être pas raconter tous les détails ici, mais voilà, très drôle, très bonne anecdote. Et puis tu es là surtout aujourd'hui parce que t'es le co-auteur des prévisions choc de 2026 de Saxo Bank. Et par rapport à tout ce que je viens de dire en introduction, j'ai beaucoup de questions à te poser. Parce que, ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui paraissent improbables, mais tu vas nous dire que c'est pas forcément si improbable que ça. Et il y a des choses, il y a des choses que j'ai lues où je me suis dit, finalement, ça paraît pas si déconnant. Donc, je te propose qu'on commence tout de suite, qu'on se lance tout de suite un petit peu dans le grand bain de ces prédictions. La première, c'est et si une IA était nommée CEO d'une entreprise de Fortune 500 ? Alors, ça paraît fou, mais moi j'avais entendu il y a quelques semaines, quelques mois, que déjà en Chine, il y a une boîte qui avait testé une sorte de CEO d'intelligence artificielle, et je crois que ça marchait pas trop mal. Pour toi, c'est possible ça ? Ça peut arriver là en 2026 qu'une IA devienne CEO d'une boîte ? Alors aujourd'hui, en effet, ça peut arriver dans le sens où on va pousser l'intelligence artificielle à son paroxysme dans les années qui vont venir. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est pas parti pour être un phénomène court terme, c'est parti pour être un phénomène très long terme. Et on va développer petit à petit, à chaque fois, de plus en plus d'avancées technologiques qui vont nous permettre peut-être de faire les paris les plus fous. Donc oui, ça paraît pas complètement dingue. Aujourd'hui, qu'une petite entreprise utilise une intelligence artificielle comme CEO, bon, ça, à la limite, ça peut paraître assez tranquille comme scénario. Par contre, parler d'une entreprise qui fait partie du Fortune 500, qui choisirait une intelligence artificielle comme CEO, là, pour le coup, on est un peu plus dans un scénario choc.
Et pour rappel, l'idée de Saxo dans ce type de scénario, c'est vraiment de se dire, de sortir un petit peu des sentiers battus, et d'où d'ailleurs le timing. On publie ces scénarios en même temps que des prévisions classiques d'analystes, parce qu'on a envie justement de penser différemment. Normalement, les bouleversements de notre société, ils se font petit à petit par une série, un enchaînement d'événements qui font qu'on va arriver à un changement. Et aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire avec ce type de scénarios qui sont basés sur la théorie du signe noir, donc très faible probabilité d'arriver, mais si jamais ça arrive, gros choc, et ben c'est de se dire, s'il y a un événement brutal qui arrivait, quelles pourraient être les conséquences de cet événement et quels pourraient être ces éventuels événements qui pourraient se déclencher. Et donc ce scénario du coup qui retrace l'idée d'une intelligence artificielle qui prendrait le contrôle d'une entreprise, il est assez marrant parce qu'en fait l'idée c'est de dire qu'on donnerait les pouvoirs à un robot, en gros, à une intelligence artificielle sur pas mal d'aspects, sur l'investissement, sur la tarification, sur la logistique, et aussi sur plein d'autres aspects. Alors, il y a quand même des garde-fous, attention, on reste quand même un peu conscient dans ce type de scénario, c'est qu'on se dirait que cette intelligence artificielle, elle serait quand même sous la supervision du conseil d'administration, mais aussi d'un CEO humain, cette fois-ci, qui viendrait, on va dire, prendre un petit peu en considération les décisions qui pourraient être prises par cette intelligence artificielle. Mais ce qui fait la force, on va dire, de ce scénario-là, et ce qui ferait la force potentiellement de cette intelligence artificielle, c'est qu'elle aurait un traitement de données qui serait évidemment bien supérieur à un humain. Donc on pourrait avoir un traitement de données qui se ferait de manière quotidienne, des millions de données qui seraient analysées, des millions de simulations qui seraient faites et qui permettraient du coup d'améliorer les performances, les délais de livraison, les pertes et les marges. Et donc, au début, il pourrait y avoir un espèce de frontière, enfin de barrière qui s'érigerait un petit peu contre ce type de système, notamment par les syndicats, parce que ça peut poser une question aussi sociale, ça peut soulever des questions sociales. On pourrait penser qu'il y aurait des licenciements, que la machine remplacerait l'humain, etc., etc. Et en effet, on n'est pas sur cette logique-là parce que là, on estime qu'on dirait justement ça serait une automatisation responsable. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas de risque pour l'emploi, on obtiendrait une espèce de ligne éthique assez prononcée pour éviter justement ce type de situation. Et donc, au début, pas mal de critiques, mais au final, après des résultats plutôt probants sur 2, 3, 4 trimestres, on aurait une initiative qui serait adoptée par d'autres entreprises. Et donc, on établirait peut-être une nouvelle norme, une vision humaine exécutée par l'intelligence artificielle. Au final, c'est ça l'idée. C'est pas uniquement le robot qui prend la place de l'homme, mais c'est plutôt le robot qui aide l'homme à améliorer justement sa vision, à améliorer sa gouvernance et à surtout améliorer sa performance de manière générale. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Ça aurait évidemment un impact sur les marchés. L'impact principal, ça serait une forte croissance pour les entreprises d'infrastructures en intelligence artificielle, de cloud, de gouvernance technologique. Et ça créerait aussi un impact pour tout ce qui est assureur et auditeur, parce qu'il faudrait réinventer tous les modèles de gestion algorithmique. Et donc, du coup, il y aurait forcément un impact aussi pour tout ce qui est assurance et auditeur, parce qu'il faudrait prendre en compte cette prime de risque gouvernance aux sociétés dirigées par du code. Et donc, du coup, ça, évidemment, ça aurait un impact pour ce type d'acteurs. Bon, on a 9 scénarios. Ces 9 scénarios, à la fin de cette émission, je te demanderai, selon toi, quels sont pour toi les plus probables. Bien sûr. En 2 secondes, sur l'IA, ce qui est assez fou, moi j'ai vu passer quelque chose il y a pas longtemps. Quelqu'un, alors je sais plus je crois que c'était aux États-Unis, quelqu'un qui avait appelé les urgences en présentant des symptômes. Je crois que c'est sur le ventre. Enfin bref, c'est pas très important là dans ce cas précis. Et puis on lui avait dit non, mais c'est bon, t'as rien, etc. Et il l'a demandé à ChatGPT. Et finalement, ChatGPT lui a décrit quelque chose de grave, en tout cas à court terme, et il est quand même retourné en urgence. Il dit si, on m'a dit qu'il y avait ça, et effectivement, c'était l'IA dans ce cas-là qui avait raison. Donc il y a quand même des cas où l'IA peut dépasser les humains, mais même déjà aujourd'hui, c'est déjà une réalité. Alors attention, n'allez pas forcément sur ChatGPT pour vous faire soigner, allez voir un médecin, allez à l'hôpital, on n'est pas encore, voilà, je le précise. C'est pareil, notamment dans les conseils en investissement que peut faire ChatGPT, même si il est de plus en plus performant là-dessus, vous faites attention, mais c'est vrai que déjà dans bien des domaines, l'IA peut clairement surpasser les humains et aller l'humain peut avoir des défauts d'interprétation, bien sûr. Avec la fatigue, les sentiments, les trucs, et que n'a pas forcément l'IA. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui pourrait être assez probable selon toi, tu vois. On le voit aujourd'hui dans notre utilisation quotidienne, dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui. En fait, l'intelligence artificielle, pour moi, et ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est pas uniquement un phénomène qui va concerner 1, 2, 3 secteurs, ça concerne l'ensemble de l'économie. Tous les secteurs sont concernés par l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle peut amener des améliorations qui sont quand même
substantielles, on ne parle pas de petites améliorations. Et aujourd'hui, dans notre utilisation quotidienne, moi, si je regarde mon métier, qui est du coup un métier de finance de marché, on utilise l'intelligence artificielle. J'ai même eu à un moment donné une question autour de un petit challenge, on va dire. On m'a demandé de faire des prévisions macroéconomiques avec quelques valeurs potentiellement que je mettrais en avant. Et on a posé exactement la même question à une intelligence artificielle et on a fait un bilan à 6 mois et à 1 an. Et c'était assez marrant de voir qu'au final, des performances était pas très éloigné et que même sur une période, j'ai pu être battu par une intelligence artificielle. Donc du coup, c'est dire à quel point ça prend un poids évidemment dans la société. Alors aujourd'hui, pour moi, il faut l'utiliser comme un outil qui vient nous aider à prendre une décision humaine et c'est pour ça que ce scénario, il n'est pas forcément si déconnant et qu'on pourrait potentiellement y arriver un jour. C'est une aide à la décision pour de l'humain. Donc ça veut dire à partir du moment où on garde le contrôle à travers l'humain, je pense que là, pour le coup, on peut avoir un pouvoir hyper puissant de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on n'est pas en train de parler de mettre de côté tout humanité dans les décisions qui sont prises, etc. On est plus en train de se dire comment être plus efficace grâce à l'intelligence artificielle. Et ça, pour moi, c'est une vraie révolution économique. Et c'est aussi pour ça que c'est une thématique qui est hyper porteuse, un gros levier de croissance pour les États-Unis, mais pour le monde entier. Attendez, stop. Si vous écoutez Allô la Martingale, c'est que vous voulez commencer à investir ou alors mieux investir. Et c'est déjà super. Mais on le sait, trouver le bon partenaire qui va vous accompagner là-dedans, c'est pas évident. On compare, on demande des avis, et puis on hésite. Alors le plus simple, c'est de faire ça avec quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Mon idée pour vous, mon partenaire, Amundi. Amundi fournit des produits d'investissement à plus de 100 millions de personnes dans 35 pays et sur les 5 continents. C'est le premier gérant d'actifs en France et en Europe, et c'est le seul acteur européen dans le top 10 mondial. Ils ont plus de 2200 milliards d'euros d'actifs sous gestion, ça fait 30 ans qu'ils sont sur les marchés, alors les crises, ils en ont traversé, ils savent les gérer. Autre avantage, la diversité de leurs solutions. Quel que soit votre objectif, vous en trouverez forcément une qui vous conviendra. Par exemple, pour préparer votre retraite. Gestion passive avec des ETF, gestion active, expertise immobilière et actifs réels type private equity ou dette privée et même des fonds thématiques sur tout type de classe d'actifs. Amundi, c'est vraiment le partenaire de confiance. Pour rappel, investir implique des risques. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF et c'est le leader européen selon le classement du magazine IPE, magazine de référence dans la gestion d'actifs. Pour vous renseigner, rendez-vous sur amundi.fr. Allez, on retourne à vos questions. Quel que soit notre domaine, il faudra le voir comme un outil et pas une fin. Et effectivement, il y a des applications qu'on ne soupçonne pas. Moi, tous les jours, à chaque fois, je découvre des trucs, je me dis, attends, mais c'est fou, ça peut nous aider à faire ci, ça, même si c'est pas parfait. Et je pense que ça ne le sera jamais. Il faudra le voir comme un outil. Il faut réfléchir et après voir dans notre travail, dans nos activités, comment ça peut nous aider à optimiser ce qu'on fait tout simplement. Deuxième scénario, un scénario politique. Ouais. On va parler des États-Unis, on va parler de Donald Trump et des élections américaines de mi-mandat. Selon toi, il y aurait une sorte de dépolarisation de la politique américaine, mais pas que. Ouais. En gros, l'idée, c'est de se dire, bon, on est bientôt à l'approche des élections de mi-mandat, on est quand même dans un scénario politique aux États-Unis où on a vraiment deux pôles qui sont très très marqués et qui sont encore plus extrêmes qu'ils ne l'ont été historiquement. Donc, on a évidemment deux partis traditionnels. Aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de place à de la concurrence, on va dire. Donc, on a républicains et démocrates. Et donc là, l'idée, c'est de se dire que pendant ces élections de mi-mandat, il y a une vraie campagne de redécoupage électoral qui est menée à la fois par les républicains et par les démocrates. Et donc, le but, c'est d'influencer évidemment les résultats. Donc les élections, elles suivent un schéma classique avec une issue qui est assez simple et qui est assez classique dans ce qu'on a l'habitude de voir comme scénario, avec d'un côté les démocrates qui prennent le contrôle de la Chambre et la Chambre des représentants, tandis que le Sénat, lui, conserve une majorité républicaine bien qu'affaiblie. Donc ça, c'est généralement, quand on regarde historiquement les élections de mi-mandat, c'est quasi tout le temps ce même scénario qui se produit. Donc du coup, dans ce scénario-là, c'est pas se dire qu'il va y avoir un bouleversement énorme de la politique où on va encore pousser le Trumpisme à son extrême, etc. C'est pas forcément l'idée. Là, c'est de se dire que cette manipulation électorale qu'on a, cette sorte de manipulation électorale qu'on a de la part de ces deux pôles, elle commence à trouver une révolte populaire. Les gens commencent à en avoir marre. Les électeurs indépendants, on va dire, qui sont donc en dehors des républicains et des démocrates, commencent à prendre de plus en plus de poids, veulent imposer une nouvelle vision de la société, une nouvelle vision politique de la société.
Et donc là, du coup, l'idée, c'est de se dire, on a une commission qui va se créer, une commission indépendante, et qui va redessiner les circonscriptions avant les prochaines élections présidentielles, celles de 2028. Et donc là, l'idée, c'est de réinstaurer une équité dans le processus électoral. Donc essayer de justement arrêter un petit peu cette polarisation politique qui, elle, a été exacerbée en plus par des algorithmes de réseaux sociaux, et qui, du coup, est de plus en plus, on va dire, extrême aujourd'hui. Donc là, l'idée, c'est pas de se dire, c'est la fin du Trumpisme. Trump existe et reste Trump. Par contre, l'idée, c'est de se dire, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver en parallèle de ce qu'on connaît déjà et de ce qui existe, et qui va peut-être être positif, bénéfique pour les Américains. Et il y a un impact là aussi sur le marché, parce que sur chaque prévision, on a un impact de marché. Et là, l'impact, ça serait une hausse des treasuries, donc une baisse des rendements, donc une hausse des obligations d'État américaines, donc une baisse des rendements de ces obligations, un recul des actions des réseaux sociaux, de crypto, de l'or et de l'argent. Ok. Et donc toi, tu penses que les gens seraient plus, dis-moi si je dis une bêtise par rapport à la prévision que tu viens de donner, les gens seraient plus confiants dans les obligations souveraines américaines. Et par contre, pourquoi selon toi, ça ferait baisser potentiellement l'or, le Bitcoin, en gros les valeurs refuges? Exactement. C'est-à-dire que comme le rendement des obligations américaines serait meilleur, comme le plus safe sur les marchés rapporterait plus, on irait moins prendre de risques sur des valeurs qui sont aujourd'hui refuges, entre guillemets, c'est un peu ça? Exactement, en fait, on s'éloigne un petit peu des valeurs refuges. On a un système qui, aujourd'hui, on est quand même sous la menace de deepfake. On a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux et qui influencent la décision des lecteurs. On a des sources d'informations qui sont parfois pas du tout fiables, qu'on a besoin de vérifier, etc., et qui peuvent provoquer aussi des décisions qui sont pas bonnes. Là, en gros, dans cette idée-là, c'est de se dire, ce groupe d'indépendants politiques, ils vont vraiment essayer de remettre en avant du traditionnel, de la source d'information fiable, etc., etc. Et donc, du coup, ça va éviter pas mal de problématiques. Ça va créer aussi une meilleure unité, une meilleure civilité aussi au sein de la société américaine. Et donc, du coup, ça aura évidemment des effets potentiellement positifs, et on aura un peu moins envie d'aller vers des actifs qu'on considère aujourd'hui comme refuges. Question qui fait beaucoup débat. Qu'est-ce que tu penses de l'or, toi, en ce moment, du cours de l'or? Je tournais une émission la semaine dernière où on a mis un short qui a complètement explosé sur les réseaux, où j'avais un invité qui nous disait, moi je pense que l'or peut chuter de 20, 30, 40%. Il y a eu une hausse assez folle du cours de l'or là ces dernières années, et il y a des commentaires où il s'est fait tacler, le pauvre Grégory. Bon, après c'est le jeu, mais voilà, restez courtois quand même dans les commentaires, où les gens disent non mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Il y a de plus en plus de gens qui achètent de l'or, de plus en plus de banques centrales, donc ça va que monter. Mais lui, sa vision était aussi intéressante, c'est-à-dire que c'est vrai que pendant un certain temps, l'or n'a rien fait. C'est pas un actif qui produit un rendement. Et là, quand on a eu une hausse folle comme ça d'un actif, où tout le monde s'est un peu jeté dessus, bah oui, effectivement, je pense que c'est possible de penser qu'il peut y avoir une correction. Quel est ton avis là-dessus ? Alors, la correction, évidemment, elle est saine. On en a eu une, quand même, cette année, même si elle a été de courte durée, mais on a eu 2-3 semaines où on a vraiment eu une consolidation de l'or, où on a quitté, on va dire, les niveaux records pour revenir sur des niveaux de support qui avaient été quand même globalement bien identifiés. Donc, pour le coup, cette petite correction, on l'a eue, elle n'a pas duré, en effet. En fait, la raison pour laquelle elle ne dure pas, et la raison pour laquelle moi je reste quand même optimiste sur l'or, c'est qu'on a des fondamentaux qui militent en faveur de l'or de manière assez nette. Et ces fondamentaux, ils vont pas disparaître en 2026 a priori. Et parmi ces fondamentaux, on a quoi ? On a une augmentation de la demande physique d'or, et ça vient notamment de la Chine, et des banques centrales aussi. Donc c'est un double effet. À la fois des banques centrales qui continuent d'augmenter leurs réserves en or dans un phénomène de dédollarisation, et dédollarisation qui est aujourd'hui aussi une thématique très centrale, et on va en parler d'ailleurs dans certaines de nos prévisions choc. Donc du coup, il y a ce phénomène de dédollarisation qui impose une nouvelle réalité aux banques centrales, qui augmentent du coup de manière assez drastique leurs réserves en or. On a aussi une demande physique de la part d'investisseurs chinois qui, eux, se détournent de leur marché de l'immobilier qui est un petit peu en crise, et qui du coup achètent de l'or. Et donc ça, c'est quelque chose qui porte en effet assez nettement la demande en or. Il y a quand même une espèce d'incertitude globale. Là, aujourd'hui, on a des marchés qui sont sur des niveaux hyper élevés, mais on a quand même dans un coin de notre tête l'idée d'une consolidation, l'idée potentiellement d'une fin de la thématique de l'intelligence artificielle qui va nous amener à une correction un jour. Ça fait depuis, au final, 2007 qu'on n'a pas de crise sur les marchés. Donc il y a un moment donné où on va en avoir une. On sait qu'il y a un phénomène cyclique dans l'activité économique qui aujourd'hui n'est pas du tout confirmé depuis plusieurs années. Donc il y a un moment donné où on va quand même avoir un cycle baissier. Ce cycle baissier, il va forcément
ramener les investisseurs vers des actifs refuges. Et donc, du coup, c'est normal d'avoir des positions qui se construisent aujourd'hui sur l'or et qui font que mécaniquement, on augmente le cours de l'or. Donc ça, c'est aussi un aspect qui est important. Et puis, il y a une demande de plus en plus forte dans les ETF. Les ETF aussi aujourd'hui en or qui dopent énormément du coup la demande et qui font que mécaniquement, on augmente le cours parce que justement, il y a une demande qui est croissante et qui a été une grosse source, un gros catalyseur à la hausse sur les cours de l'or depuis le début de l'année. Donc pour moi, les fondamentaux aujourd'hui sur l'or, ils sont encore présents. Ils vont pas forcément s'estomper à court terme. Donc moi, je pense qu'on peut avoir des phases de correction qui sont même peut-être plus des phases de consolidation. Alors 20-30%, c'est peut-être un peu... C'est peut-être en effet un peu extrême, mais pour moi, ça ne serait pas forcément mauvais signe. Ça veut dire qu'on peut avoir une correction de 20%, et ça voudrait dire qu'on aura un meilleur point d'entrée pour l'or, pour aller se positionner sur, encore une fois, une exposition qui, à long terme, restera, selon moi, positive. Donc pour moi, aujourd'hui, on n'est pas sur un plafond sur l'or, et ça dépend de son horizon d'investissement. Si on a un horizon d'investissement court terme, on peut en effet potentiellement attendre des phases de consolidation, voire des petites corrections de 15-20%. Mais par contre, si on a un horizon de placement long terme, aujourd'hui, le niveau de l'or, moi, ne m'effraie pas. Je pense qu'on peut être sur des niveaux bien supérieurs d'ici quelques années. J'aimerais voir ton avis sur le Bitcoin, mais on en parlera tout à l'heure parce qu'on a une prévision choc qui a un rapport avec le Bitcoin. Le Bitcoin pourrait être menacé, donc j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus. Mais pour rester dans la thématique de l'or, le dollar pourrait être menacé par les Chinois, par ce fameux yuan doré. Est-ce que tu peux nous expliquer, Andrea ? Bien sûr. Donc l'idée, en gros, c'est on surfe un peu sur une dynamique qui, elle, pour le coup, est complètement réelle. Donc on n'est pas là, pour le coup, dans la prévision choc. Sur cette dynamique-là, c'est la dynamique de la dédollarisation. Donc ça, c'est un thème qui est de plus en plus croissant. Et pourquoi il y a aussi cette dédollarisation ? Parce qu'on a une situation de la dette aux États-Unis qui est très, très compliquée. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est un argument pour justifier une hausse de l'or. La dette américaine, aujourd'hui, n'est pas du tout maîtrisée. Et elle ne va pas forcément l'être à court terme. Au contraire, elle risque de s'aggraver. Et donc, du coup, ça va poser quand même un gros problème sur du plus long terme. Et ce gros problème, justement, contribue à ce phénomène de dédollarisation. Donc du coup, dans cette logique-là, nous, encore une fois, dans cette logique de scénario, on pousse encore le scénario à l'extrême. Et là, l'idée, c'est de se dire, la Chine révèle au monde qu'elle a des réserves d'or qui sont bien supérieures à celles des États-Unis. Et ce constat-là l'amène à créer ce qu'on appelle un yuan doré. Donc c'est-à-dire de dire que le yuan, donc la devise officielle chinoise, va être adossé à l'or. Donc ça, c'est assez marrant. Donc pour la petite information, il y a deux types de yuan. Il y a ce qu'on appelle le yuan onshore et le yuan offshore. Le yuan onshore, c'est uniquement basé sur des transactions qui sont faites en domestique, donc des transactions qui sont faites sur le marché chinois. Le yuan offshore, lui, peut être utilisé pour des transactions en dehors du marché chinois. Et alors, comment ça marche ? Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, pourquoi ils ont fait deux yuan, entre guillemets ? Toujours dans une optique de maîtriser complètement la devise. Aujourd'hui, le yuan, c'est une devise qui est 100% maîtrisée par le gouvernement chinois. Et donc, du coup, pour pouvoir avoir cette maîtrise totale sur le cours du yuan en fonction de leurs besoins, que ce soit des besoins domestiques ou des besoins étrangers. Donc, aujourd'hui, c'est des devises qui sont essentiellement utilisées sur le marché domestique. Là, l'idée, justement, avec ce yuan offshore, qui serait, lui, pour le coup, adossé à l'or, contrairement au yuan onshore, c'est de garder le contrôle total sur le yuan onshore. Et d'avoir un contrôle un peu moins maîtrisé pour le coup sur le yuan offshore, mais du coup le rendre un peu plus séduisant pour les investisseurs internationaux qui voudraient potentiellement l'utiliser dans certaines transactions. Dans les grandes devises mondiales, c'est les seuls à faire ça ? Il n'y en a plus beaucoup. Il y a quelques devises qui sont encore maîtrisées par des gouvernements, mais en effet le yuan est la plus célèbre. Donc c'est assez rare en effet quand on regarde les trois grands continents. Si on regarde en Europe, c'est l'euro qui est une devise qui est complètement libre. Le dollar avec les Américains, c'est une devise qui est 100% libre. Donc il y a vraiment qu'en Chine où on a ce système de devises qui sont complètement maîtrisées par un gouvernement qui garde la main mise sur sa devise. Et alors ça, ce scénario, il est pas si improbable que ça, parce que c'est vrai que en fait, tu disais que du jour au lendemain, la Chine annonçait qu'ils avaient plus de réserves d'or que les États-Unis dans leur banque centrale. Mais en fait, on ne sait pas quelles sont leurs réserves d'or. Donc finalement, ça pourrait de un être plausible, et en plus arriver plus vite que ce qu'on pense. Oui, complètement. On ne sait pas. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu un secret. On sait que, évidemment, les États-Unis et la Chine ont les réserves d'or les plus importantes. Donc ça, à la limite, on a à peu près cette idée. Maintenant, de dire qu'elles surpassent celles des États-Unis, en effet, c'est un petit peu ça, on va dire, l'introduction un petit peu choc de cette prévision. Donc c'est évidemment un scénario qui peut se réaliser. L'idée, en fait, de ce scénario, c'est de se dire que on a une monnaie qui est adossée sur un actif tangible, et ça pour le coup c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on a une dépendance qui est complètement moindre aux agences de notation, aux politiques des banques centrales, aux risques géopolitiques,
Et donc, du coup, ça donne au pays le moyen d'échanger, de stocker de la valeur sans recourir aux systèmes financiers traditionnels. Et donc ça, pour le coup, c'est hyper intéressant, notamment pour la Chine, qui veut avoir une dépendance assez moindre au monde d'une manière générale. La Chine aime bien avoir quand même le contrôle total de la situation de son pays, et donc sa devise en fait partie. Et donc là, du coup, c'est en effet une option qui pourrait être assez intéressante. Et donc l'idée en fait de ce yuan, ça serait de l'utiliser pour des transactions commerciales. Donc ça pourrait être typiquement des transactions avec des partenaires, et notamment des partenaires des pays du Golfe, donc des transactions sur des matières premières qui leur permettraient justement de contourner l'utilisation du dollar américain. Et donc dans notre scénario, ce qu'on dit, c'est que la confiance dans ce système va grandir petit à petit. On va avoir de plus en plus de transactions justement dans le domaine de l'énergie, des matières premières qui vont s'effectuer avec ce yuan doré, et donc du coup ça va diminuer la dépendance au dollar. On va avoir un cours de l'or qui va augmenter et qui va dépasser les $6 000 dans ce scénario. On va avoir la parité dollar-CNH, donc dollar-yuan, qui va, elle, tomber sous les 5. Donc ça, c'est aussi... on est à combien en gros sur l'or aujourd'hui? Pardon, sur l'or, ouais. Sur l'or, on est autour des $4 000, on va dire. Okay. Oui, donc et sur le yuan, on est autour des 7. Donc ça fait quand même une hausse significative, on va dire. Et donc là, l'idée, c'est pas de dire que le yuan doré va détrôner le dollar, mais c'est de dire qu'on va enclencher de manière encore plus rapide ce système de dédollarisation, et qu'aujourd'hui, on a une alternative complètement crédible dans un marché qui est aussi en pleine croissance, avec une Chine qui a de plus en plus de partenaires économiques et de besoins en énergie qui sont assez forts. Et donc du coup, avoir une domination du dollar remise en cause, et une poussée du yuan de plus en plus forte dans les transactions internationales, et notamment, encore une fois, sur tout ce qui est matières premières. 4e prévision, des médicaments contre l'obésité pour tous, même pour les animaux. Explique-nous ça, Andrea. Alors là, l'idée, c'est de dire, on est dans une révolution aussi sociétale sur ces médicaments anti-obésité. Donc ça, pour le coup, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est en plein boom aujourd'hui, avec pas mal de sociétés qui ont connu un essor et un parcours boursier assez impressionnant grâce à ces médicaments qui ont trouvé de plus en plus d'adeptes, on va dire. Alors là, aujourd'hui, on va pousser un peu le scénario encore plus fort sur ces médicaments anti-obésité. Donc, c'est déjà de dire qu'on a une évolution dans ces médicaments. C'est qu'aujourd'hui, ces médicaments vont se prendre sous forme de comprimés. Donc, ça veut dire une disponibilité encore plus évidente pour les utilisateurs. Donc, c'est une adoption qui va devenir massive. Et du coup, ces médicaments, ils vont devenir surtout des outils de gestion du cycle de vie pour les utilisateurs. Ils vont permettre de réduire l'IMC moyen dans les pays de l'OCDE. Donc ça, du coup, c'est quand même quelque chose qui est hyper important dans une société où on s'intéresse de plus en plus à la santé, on fait attention à ce qu'on mange, on veut faire de plus en plus de sport. Il y a de plus en plus de pratiques de sport qui voient le jour quasiment tous les ans, avec des influences diverses de plusieurs pays, etc. etc. Donc on est quand même dans un phénomène de société qui est assez logique dans ce scénario-là. Après, en effet, l'utilisation de ce médicament et sa démocratisation encore plus poussée, bon là, ça peut paraître un peu plus choc et un peu plus improbable. Et on a aussi, du coup, en tout cas les scientifiques ont exploré l'idée d'utiliser ce médicament aussi pour l'obésité des animaux de compagnie. Et donc du coup, on a créé des produits propres à ces animaux, à la fois pour les chiens et pour les chats. Et donc ça, du coup, ça va générer évidemment pas mal de discussions affolées sur les réseaux sociaux, avec des photos avant, après, des animaux, etc., etc. Donc un vrai phénomène de société qui se développe encore plus, mais qui au final trouve une certaine logique dans une société, encore une fois, qui est de plus en plus intéressée par son physique, par son apparence, par sa gestion du poids, du bien-être, etc., et aussi du bien-être animal. Donc du coup, c'est, on va dire, une utilisation encore plus rapide de ce type de médicaments. Donc ça, c'est positif. L'impact sur les marchés, c'est la fast fashion, surtout, qui va avoir un impact positif parce qu'elle va profiter du renouvellement massif des garde-robes. On va avoir un changement, évidemment, quand on le disait tout à l'heure, un changement de l'IMC, on va avoir un changement du poids, de l'apparence physique, et donc du coup, évidemment, la fast fashion va en profiter. Et puis on va avoir des gagnants et des perdants parmi les producteurs alimentaires, les restaurants, les fabricants de nourriture animale, qui eux pour le coup vont devoir s'adapter à ce phénomène de société et ce changement rapide de pratiques et de rythme de vie, de style de vie, on va dire. Ok, donc c'est intéressant parce que là, paradoxalement, pour anticiper ça, tu n'irais pas forcément investir dans des boîtes qui font de la santé directement, ou dans des boîtes qui sont dans le domaine de l'animalier. Tu parlais bon, je ne sais pas si c'est des marques, mais bref, des fournisseurs de croquettes, etc. Mais tu irais plutôt dans des secteurs
en side, on va dire, c'est-à-dire le fast fashion, ce genre de choses qui pourraient... Ok, intéressant. Bah pour moi, c'est fast fashion évidemment parce que changement de garde-robe et de style vestimentaire, etc. Mais aussi les sociétés, en tout cas si on veut aller sur des sociétés qui sont dans l'alimentaire et qui pourraient surfer sur la vague, il faut aller dans celles qui vont être le plus innovantes. Et donc on peut imaginer qu'il y a plein de marques dans le secteur de l'agroalimentaire qui, elles, vont adapter les quantités, par exemple, de leurs recettes, qui vont essayer d'adapter aussi l'apport nutritif, calorique de leurs recettes. Et ces sociétés-là qui vont avoir cette capacité à s'adapter à ce changement-là, elles vont potentiellement profiter de toute cette thématique autour des médicaments anti-obésité. Par contre, les sociétés qui vont rester sur cette même thématique, qui vont pas adapter leurs recettes, qui vont continuer à proposer un peu de malbouffe ou de la nourriture ultra transformée, elles risquent en effet de souffrir beaucoup plus. Une IA, Andrea, défectueuse, qui provoque un grand bug à 1000 milliards de dollars. Ouais. C'est possible, ça? Eh ben, on espère que c'est pas possible, on va pas se mentir, mais en effet, si on pousse encore une fois cette thématique de l'intelligence artificielle à son extrême et qu'on se dit qu'on a une utilisation qui est de plus en plus massive de l'intelligence artificielle, il y a potentiellement des choses dont on va pas se rendre compte et peut-être des choses dont on se rend pas compte aujourd'hui. Il peut y avoir évidemment une dérive à l'utilisation de l'intelligence artificielle et c'est un petit peu l'idée de ce scénario, c'est de dire que pendant des années, on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait des coûts cachés énormes, qu'on a des systèmes d'intelligence artificielle infiltrés dans divers secteurs qui commencent à dériver, qui provoquent des crises telles que des flash crash sur les marchés, des erreurs comptables massives, des accidents industriels graves, qu'on se retrouve vraiment dans une situation où potentiellement les résultats des sociétés sont erronés parce qu'on a un système comptable à l'origine de ces résultats qui a complètement été tronqué par un modèle d'intelligence artificielle qui est devenu fou. Et donc, du coup, on a carrément des démissions de dirigeants d'entreprise, qu'on a des entreprises qui font des profit warnings parce qu'au final, leurs résultats sont complètement faux. Donc, en fait, c'est de se dire que toutes ces entreprises ou toute cette société où l'intelligence artificielle s'est infiltrée, et bah quand même, elle est gangrénée par énormément d'erreurs qui, aujourd'hui, ont des conséquences dramatiques à partir du moment où on s'en rend compte. Et ce système-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avoir pour effet de créer, on va dire, des nettoyeurs d'intelligence artificielle, des sociétés qui vont se spécialiser, on va dire, dans le nettoyage de l'intelligence artificielle, qui vont permettre de remettre en place, de réparer, de sécuriser les modèles d'intelligence artificielle qui sont utilisés et qui vont connaître du coup un essor assez important parce qu'aujourd'hui, ce qui va être important, c'est pas forcément d'investir dans l'intelligence artificielle et dans les nouvelles révolutions technologiques qu'on pourrait avoir, mais justement d'investir dans ces sociétés qui savent maîtriser l'intelligence artificielle et qui savent la rendre, on va dire, un petit peu plus vertueuse parce qu'elles sont capables de la corriger. C'est quoi ? C'est des dépanneurs d'intelligence artificielle ? C'est comme, aujourd'hui, tu as une voiture, tu vas au garage pour réparer ta voiture, c'est exactement la même chose. Tu as ton modèle d'intelligence artificielle, il a besoin parfois de faire une vidange, d'être réparé, de changer quelques écrous pour faire en sorte que justement ça fonctionne à nouveau et qu'on évite justement ces dérives. Aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on est dans un modèle où ça va très vite. On a une adoption de l'intelligence artificielle qui est ultra rapide et aujourd'hui, dans cette adoption-là, on peut faire quelques erreurs, on peut passer à côté de certaines défaillances et c'est un petit peu l'idée. Et l'idée, c'est quand même, elle a évidemment des conséquences qui sont très fortes parce qu'on parle en effet de plus de 1000 milliards de dollars de dommages, on va dire, d'impact, ce bug de l'intelligence artificielle. Mais du coup, il va voir émerger potentiellement une intelligence artificielle plus saine, une intelligence artificielle plus fiable. Et ça va être aidé évidemment par évidemment des thématiques. On parle toujours du coup d'un impact sur les marchés. Et là, l'impact positif, il pourrait être pour des sociétés justement spécialisées dans la cybersécurité. On sait que quand on parle d'intelligence artificielle, on a tendance à oublier ce secteur qui est pourtant un secteur qui nous plaît bien, nous en tout cas chez Saxo. Des sociétés d'audit, de conseil. Et donc voilà, on va avoir peut-être un peu plus de pression sur la valorisation des plateformes d'intelligence artificielle qui sont très très ou trop autonomes et donc aller sur des sociétés qui offrent, on va dire, un petit peu plus de résilience, de supervision et de contrôle humain. Encore une fois, on revient sur cette idée d'une intelligence artificielle plus maîtrisée et donc un petit peu moins laissée livrer à elle-même et qui pourrait nous révéler après quelques années qu'au final il y a pas mal de sujets, de soucis et de bugs qui pourraient avoir des conséquences assez dramatiques pour l'économie. Et ces sociétés dépanneuses d'intelligence artificielle, elles existent déjà concrètement aujourd'hui. C'est les sociétés que tu as citées là un peu juste avant, ou alors c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment encore? Ça n'existe pas vraiment. Alors on a des sociétés de cybersécurité. Ces sociétés de cybersécurité, elles ne dépannent pas l'intelligence artificielle, elles essayent de lutter contre ces dérives. Donc là, évidemment, elles ont le mérite d'exister, elles existent déjà, il y en a qui sont fortes, évidemment. C'est plutôt préventif, du coup. C'est plutôt préventif, exactement.
Par contre, on peut imaginer que les sociétés qui deviennent, on va dire, les dépanneuses de l'intelligence artificielle, ce sont des sociétés qui sont potentiellement déjà implantées, mais qui vont juste créer un système, on va dire, service après-vente, qui vient corriger un petit peu les dérives de l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas vraiment de nom aujourd'hui qui s'impose, parce que la question ne s'est pas réellement posée. On est plus dans une logique, on en est encore dans une phase de croissance extrême sur l'intelligence artificielle, et qui va peut-être soulever des questions sur les années à venir. C'est-à-dire, quand on parle de l'intelligence artificielle en 2026, la vraie question qu'on soulève aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a une bulle et est-ce que cette bulle va éclater ? Et la question, elle est assez légitime, mais pour moi, c'est pas la bonne question. La bulle, elle existe. Je pense que là, il faut arrêter de se voiler la face. Ouais, mais à quel point ? À quel point ? Voilà, la question, c'est plutôt à quel point. Est-ce qu'elle est sur le point d'éclater ? Moi, je pense qu'elle n'est pas du tout sur le point d'éclater. Par contre, je pense qu'on est dans un changement de paradigme sur l'intelligence artificielle. Pendant des années, on était sur de l'achat à tout prix. On était sur une croissance à tout prix, on était sur une augmentation à tout prix, une adoption à tout prix de l'intelligence artificielle. Je pense que dans les années à venir, on va être sur une sélectivité accrue par rapport à l'intelligence artificielle. Et il va falloir se concentrer sur des sociétés qui ont déjà la capacité aujourd'hui de monétiser l'intelligence artificielle. Ce n'est pas le cas de toutes les sociétés. Il y a des sociétés qui sont encore dans des phases d'investissement. Meta, par exemple, est complètement dans une phase d'investissement. Elle n'a pas encore réussi à monétiser l'intelligence artificielle. Apple est dans une phase d'investissement qui est assez modérée. Elle ne monétise pas encore du tout l'intelligence artificielle. Les seuls groupes qui aujourd'hui parviennent à monétiser l'intelligence artificielle, il y en a essentiellement deux, c'est Amazon et Microsoft. Ces deux groupes-là sont aujourd'hui dans la capacité de prouver dans leur compte qu'ils monétisent l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, pour moi, il va falloir avoir une sélectivité accrue dans le choix des entreprises sur lesquelles on va investir dans cette thématique d'intelligence artificielle. Mais pour moi, il ne faut pas oublier, ce n'est pas un temps court, encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est un temps long, l'intelligence artificielle, c'est une révolution de société, c'est une révolution économique qui n'est pas partie pour s'arrêter du jour au lendemain. Donc en fait, la question, c'est pas est-ce que la bulle va éclater, c'est comment investir intelligemment dans l'intelligence artificielle, et pour ça, il faut être en effet plus sélectif. Pourquoi pas aller chercher aussi des modèles d'intelligence artificielle en Asie ? On ne parle pas beaucoup de l'Asie, mais il y a beaucoup de sociétés qui sont spécialisées dans la mémoire à haut débit, ou qui sont spécialisées dans les puces, qui sont hyper doués. En gros, l'Asie, c'est un peu tout le côté manufacturier de l'intelligence artificielle. Donc si on ne veut pas investir forcément dans l'innovation, si on ne veut pas investir dans la révolution et dans toutes ces boîtes qui créent, on va dire, l'intelligence artificielle et les nouvelles révolutions liées à l'intelligence artificielle, on peut quand même aller toujours investir dans le manufacturier, et justement, on en trouve beaucoup en Asie, que ce soit en Chine, au Japon. Il y a des sociétés qui offrent des perspectives assez intéressantes. Toujours dans la technologie, le quantique. Ouais. Le quantique, alors c'est drôle parce qu'on en parle de plus en plus. On en parle beaucoup, notamment parce que ça pourrait rendre obsolètes des systèmes de cryptographie actuels. Donc il y a des cryptos, notamment le Bitcoin, qui pourraient être menacés par ça, et ça pourrait avoir bien d'autres impacts. Tout à fait. Donc là, on est en plein dedans. Là, l'idée, c'est de dire qu'on a justement ce Q-Day, donc ce jour un peu noir, qui verrait un ordinateur quantique casser tous les codes, tous les systèmes de chiffrement qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça veut dire, tu te réveilles le matin, et c'est comme si tu avais tes mails, tes virements bancaires, ton portefeuille crypto, tous les systèmes d'entreprise que tu connais aujourd'hui, qui ne sont plus du tout chiffrés correctement, et du coup qui ne tiennent plus. Est-ce que tu pourrais nous redéfinir alors, de manière simple un peu ce qu'est le quantique, tu vois, comment expliquer le quantique et où est-ce qu'on en est en gros aujourd'hui? Alors même si c'est extrêmement technique, si on a un petit peu une idée de où on en est dans ce développement-là. Le quantique aujourd'hui, c'est si on veut le schématiser à son maximum, en fait, c'est un système aujourd'hui c'est un ordinateur aujourd'hui qui est capable de faire du chiffrement. Et donc justement, quand tu réfléchis à tes mots de passe, je citais tout à l'heure des exemples sur les emails, sur ton portefeuille crypto, sur tous tes systèmes de sécurité ou d'accès à ton entreprise, on est clairement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le quantique. Donc c'est un système de chiffrement qui permet donc aujourd'hui en tout cas de sécuriser pas mal de systèmes qu'on a, qui sont des systèmes bancaires, des systèmes de portefeuille, de wallet crypto, etc., etc. Donc de manière assez schématique, c'est ce qu'on utilise tous les jours globalement sur nos téléphones, que ce soit le mail, etc. Donc c'est ça, en fait, pour expliquer très facilement ce qu'est le quantique. Et donc là, aujourd'hui, c'est de dire qu'on a une révolution justement sur ce système quantique. On pensait avoir aujourd'hui une norme de chiffrement qui est solide, fiable, etc. Mais du jour au lendemain, on a un ordinateur qui est encore plus puissant, qui lui arrive à contourner, on va dire, ce système et le faire tomber. En gros, voilà l'idée. Et si on y arrive, c'est quoi là, les premières choses qui seraient menacées du coup ? En premier lieu, en tout cas dans notre scénario, c'est les cryptos. Et donc là, on parle carrément d'un Bitcoin qui s'effondrerait quasiment à zéro.
Donc du coup, c'est assez important. Pourquoi ? Parce que évidemment, dans ce type de scénario-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de se ruer vers des actifs qu'on appelle tangibles, donc quelque chose qu'on peut tenir dans la main. Et quelque chose qu'on peut tenir dans la main, c'est typiquement de l'or, donc qui lui profiterait évidemment encore une fois de la situation. Donc on retrouve quand même souvent l'or dans nos scénarios. Donc c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure et que je disais que l'or, c'est un investissement long terme qui est intéressant et qu'on peut se projeter sur l'or, on a des scénarios aujourd'hui qui sont évidemment des scénarios un peu signe noir, très lourds, très difficiles à imaginer, mais qui sont quand même des scénarios qui justifient qu'on peut avoir une perspective long terme assez positive sur l'or, parce que nous, dans notre scénario, on parle de l'or à $10,000 en cas de Q-Day, de révolution quantique, on va dire. Et donc du coup, voilà les actifs qui bougeraient le plus. Les cryptos d'un côté, l'or de l'autre comme actif refuge. Mais attention, parce que nos banques, telles qu'on les connaît aujourd'hui, les banques traditionnelles seraient évidemment menacées, parce que les gens vont perdre la confiance aussi dans les banques, dans les systèmes de retrait, etc. Donc ils vont vouloir encore une fois se diriger vers tout ce qu'on appelle des actifs tangibles, des actifs qu'on peut tenir dans la main. Et donc évidemment, ça serait une menace énorme pour nos sociétés, une panique pour les gouvernements et les banques, qui devraient en un laps de temps assez court essayer de réparer ce système. Et on se rend compte avec ce type de journée un petit peu catastrophique que c'est très facile de casser un code, mais que c'est beaucoup plus difficile de reconstruire un nouveau système qu'on connaît depuis des années et qu'on utilise depuis des années. Effectivement, ça pourrait être un bon point pour l'or. C'est assez intéressant parce que ces dernières années, on parlait beaucoup du match Bitcoin-or, tout simplement parce que l'or, or physique, 7000 ans d'existence, etc. Et Bitcoin, l'or numérique qui a un peu plus de 15 ans d'existence. Mais quand on regardait un petit peu les capitalisations du Bitcoin et de l'or, la capitalisation du Bitcoin a complètement explosé ces dernières années, notamment quand on a vu les ETF du côté des États-Unis arriver, puis ça arrive aussi peut-être bientôt en Europe. Alors on n'en a pas directement en Europe pour des raisons de législation, parce qu'il faut plusieurs sous-jacents pour faire un ETF, mais ça se développe beaucoup. Le cours du Bitcoin, même si celle des autres cryptos, on n'a pas eu encore à la alt season, à l'instant où je parle, que tout le monde rêvait, c'est-à-dire une hausse généralisée des cours de un peu toutes les autres cryptos. Mais en attendant, le Bitcoin, lui, a quand même bien progressé et le Bitcoin a tout un tas d'avantages que n'a pas forcément l'or, le fait de pouvoir se l'échanger de pair à pair sans forcément d'intermédiaire, le fait de pouvoir échanger de la valeur même à l'autre bout du monde, le fait de si on se transfère un bitcoin, on n'a pas à vérifier, on n'a pas besoin effectivement de s'intermédiaire pour vérifier si c'est vrai ou non. Bref, il y a tout un tas d'avantages où on se disait c'est peut-être un peu en défaveur de l'or, mais effectivement, si cette histoire de quantique arrive, l'or ne serait pas forcément mort et au contraire aurait peut-être un bel avenir devant lui, quoi. C'est assez fou. Dans ce cas du quantique qui arriverait au-delà de l'or, tu parlais d'actifs tangibles. Est-ce que tu auras une autre idée d'actifs qui pourrait bénéficier de ça ? Alors, dans les actifs tangibles qu'on connaît, évidemment, les plus populaires, c'est l'or, on va dire, et l'argent, ce qu'on peut se procurer de manière assez simple. Après, je pense que c'est pas forcément dans les actifs, mais c'est pareil, c'est des secteurs qui pourraient profiter. Et là, on en parlait tout à l'heure, mais le secteur de la cybersécurité, évidemment, c'est un secteur qui en profiterait parce qu'on est en plein dedans. On est en plein dans la problématique qu'on essaie de régler avec ce type de secteur. Donc, évidemment, cybersécurité, or, pourquoi pas l'argent, c'est, on va dire, des actifs qui pourraient profiter, on va dire, d'un jour noir, ce saut quantique. Bon, là, on va parler de la potentielle plus grosse introduction aux bourses au monde, qui n'a jamais eu lieu, SpaceX, donc la société de Elon Musk. Et s'il y avait IPO, SpaceX dépasserait plus de 1000 milliards de dollars. Je lisais même avant 1500 milliards. Ouais. C'est assez fou. Qu'est-ce qui se passerait et quel intérêt il aurait à aller en bourse, tout simplement ? Alors ça, c'est un scénario qui est assez intéressant pour le coup, parce que au moment où ces prévisions chocs ont été rédigées, il paraissait complètement improbable. Et depuis une semaine à peu près, il se passe quelque chose, c'est qu'on a une rumeur de plus en plus persistante, insistante, que SpaceX pourrait s'introduire en 2026 en bourse, et on parle en effet, ce que tu disais, de 1500 milliards de valorisation. Donc là, pour le coup, c'est intéressant parce qu'on est sur une prévision qui est quasiment en train de s'auto-réaliser. C'est une première, aussitôt en tout cas dans le cycle, parce que si on regarde historiquement nos prévisions chocs, on a quand même quelques scénarios qui se sont réalisés.
On avait parlé du cours de l'or qui atteignait qui dépassait les $3 000. On avait parlé du Brexit. On avait parlé, alors même si ça s'est pas tout à fait réalisé, mais on est quand même un petit peu dans ce modèle-là de société d'une destitution d'Emmanuel Macron. On n'est quand même pas allé très loin. On a eu quand même une dissolution. On en a parlé de cette destitution. Rien que le fait d'en parler, c'est quand même déjà extrême parce qu'on n'en avait jamais parlé de ce type de phénomène politique en France. Donc il y a certaines prévisions qui se sont quand même réalisées, d'autres qui, même si elles ne sont pas réalisées en totalité, on a des thématiques qu'on a évoquées. L'année dernière, par exemple, on disait que Nvidia pouvait avoir une valorisation qui ferait 3-4 fois celle d'Apple. Alors, non, on n'en est pas là, mais par contre, c'est la première valorisation mondiale aujourd'hui, première capitalisation mondiale, Nvidia. Donc voilà, il y en a qui se réalisent, et donc celle-là est vraiment sur le point de se réaliser. Donc c'est ça qui est assez drôle. Donc nous, dans notre scénario, l'idée, c'était de se dire... On a, de la part d'Elon Musk et de SpaceX, un plan hyper ambitieux pour essayer de multiplier par 100 la capacité de lancement en orbite terrestre. Et donc, du coup, accomplir des missions pour aller sur la Lune, pour aller sur Mars, avec des milliers de milliards de dollars de réservations de la part des clients de SpaceX. L'idée, c'est d'aller encore plus loin avec des vaisseaux citernes qui seraient du coup en orbite terrestre et qui permettraient d'acheminer des charges massives vers la Lune dès 2027 et plus tard vers Mars. Elon Musk, lui, ferait même partie d'une mission habitée vers Mars en 2029, précédée évidemment d'un lancement non habité pour tester en 2026 les équipements sur la planète. Et, scénario aussi un petit peu choc, Elon Musk lui envisagerait de déplacer le siège social de ces entreprises, à savoir Tesla, X et SpaceX, sur Mars. Oh la vache. L'idée dans ce scénario, c'est de dire que en gros Mars serait, on va dire, la super planète sans taxe pour Elon Musk, d'où du coup l'intérêt de déplacer ses sièges sociaux sur Mars. Donc là, on va un peu plus loin évidemment que ce qui risque de se réaliser en 2026. Donc on reste évidemment dans la prévision choc, mais on est quand même pas très loin d'avoir raison. On verra, on fera le bilan l'année prochaine, en fin d'année, pour voir s'il y a eu cette introduction en bourse. Ça peut paraître assez improbable aujourd'hui ce scénario parce que aujourd'hui on n'est pas encore dans un développement si massif de SpaceX qui légitimerait aujourd'hui le besoin d'ouvrir son capital au public. Donc c'est ça qui peut paraître assez étonnant. Aujourd'hui, on a évidemment une question du spatial qui prend de plus en plus de place, qui est hyper importante, qui va se développer avec des contrats qui sont déjà assurés. Et aujourd'hui, une capacité de lancement qui a été testée et approuvée. Donc aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à prouver du côté de SpaceX. Elle a aujourd'hui cette capacité de s'imposer dans le domaine spatial, évidemment. Mais aujourd'hui, on peut s'interroger sur l'intérêt d'ouvrir son capital au public. Peut-être qu'il y a d'autres éléments qui vont être annoncés du coup en 2026. Et c'est pour ça, nous, on parlait justement de la multiplication des lancements sur orbite, de missions habitées sur Mars, etc., etc. Donc peut-être que Elon Musk prépare pour 2026, un peu plus tard dans l'année, d'autres annonces qui vont être faites et qui vont peut-être légitimer cette ouverture au public. Mais en tout cas... voilà, dans l'idée de cette introduction SpaceX, ça pourrait aussi porter avec elle les entreprises de lanceurs qui profiteraient justement de cette dynamique. Il y en a deux notamment auxquelles on pense, Teledyne et Microchip Technology, qui sont des entreprises de lanceurs spatials qui pourraient du coup aussi profiter de cette introduction en bourse de SpaceX et de ce phénomène de création peut-être de marchés extraterrestres avec Elon Musk sur Mars et les sièges sociaux de ces entreprises sur Mars d'ici quelques années. Elles sont cotées, ces entreprises, les deux que tu as citées là? Alors, Tesla évidemment est cotée. Alors je parlais des deux entreprises que tu viens de citer. Teledyne et Microchip Technology sont cotées, tout à fait. Ok, d'accord. Et non, mais c'est intéressant parce que justement le spatial, d'ailleurs de cette émission on a déjà parlé, on en parle de plus en plus. Et effectivement, d'un côté on se dit que c'est un secteur où il y a énormément de potentiel, puis d'un autre côté on se dit bon, est-ce que c'est pas, pardonnez-moi l'expression, mais un peu à côté de la plaque entre guillemets, est-ce qu'on n'est pas trop loin entre guillemets dans tout ce délire-là, je dis ça dans le bon sens du terme, hein, évidemment, alors qu'on parle beaucoup d'IA, et effectivement si SpaceX demain était coté, ça pourrait clairement faire un petit peu une espace mania entre guillemets sur les marchés. Ça, t'y crois? C'est un truc qui pourrait te dire demain SpaceX est coté, tout le monde va s'intéresser beaucoup plus au spatial qu'aujourd'hui? Je pense que oui. En tout cas, je pense que l'impact est lourd. De toute façon, il n'y a qu'à regarder les niveaux de valorisation dont on parle. Nous, dans notre scénario, on parle de 1000 milliards de dollars suite à l'introduction en bourse. Dans les rumeurs qui sont apparues la semaine dernière, on parle carrément de 1500 milliards de dollars. Donc ça veut dire quand même l'engouement que ça aurait comme introduction en bourse.
C'est-à-dire que tout le monde essaierait d'en avoir d'une manière ou d'une autre. Ça peut faire un phénomène comme tous les gros phénomènes qu'on a eu dans la tech, mais en encore plus fort. Ça veut dire que quand on regarde le parcours boursier, par exemple, d'une entreprise comme Tesla, pour comparer au sein du même groupe avec le même dirigeant, on a des chiffres vertigineux de progression de Tesla sur les 5 dernières années. Là, on pourrait être sur des chiffres encore plus hallucinants, qui dépasseraient même certaines progressions qu'on a connues avec l'intelligence artificielle, qui sont parfois des chiffres à 3 à 4 donc des 800%, des 1000% de progression qu'on a eu. Là, on est sur un phénomène qui est potentiellement aujourd'hui qu'on maîtrise pas vraiment, mais qui peut être colossal. Bon, on revient sur Terre. On va parler de people, on va parler du mariage potentiel, mais qui se précise aussi, qui est de plus en plus finalement... Mariage qui se précise, hein, là pour le coup. Ça se précise. À l'instant où on enregistre cet épisode, ça se précise. On va parler évidemment de Taylor Swift et de Travis Kelce, qui est un joueur de football américain, si Exactement, je dis pas de bêtises. tout à fait. Et alors, potentiellement, s'il se marie en 2026, qu'est-ce qui se pourrait se passer en arrière ? Parce que là, on se dit... un petit peu... Qu'est-ce que ça vient faire sur les marchés ? Ouais, je suis d'accord. Et donc là, du coup, on est sur un scénario qui mélange à la fois ce que tu dis, on est un peu sur du people, mais on est surtout sur un phénomène de société qui va vous parler. Pour le coup, c'est l'idée, en gros, c'est de se dire, le couple se marie, décide de complètement changer son rythme de vie, avoir une pratique un petit peu différente des réseaux sociaux, etc. Donc ça veut dire ils vont se marier, mais ils vont annoncer très rapidement aussi la grossesse de Taylor Swift, donc du coup la naissance à venir de leur premier enfant, et ça va les amener, on va dire, à sortir un petit peu des projecteurs, s'éloigner des projecteurs, s'éloigner de leur lieu de vie actuel entre New York et la côte ouest américaine, et aller plutôt s'installer dans le Midwest, réduire leur présence sur les réseaux sociaux, ne pas inciter leurs enfants, en tout cas interdire à leurs enfants l'utilisation des écrans avant l'âge de 12-13 ans, et donc du coup ça va influencer des millions d'adeptes de Taylor Swift, qu'on appelle les Swifties, qui T'en fais partie Alors pas vraiment, mais bon. En tout cas, je respecte ce phénomène de société. Il y en a énormément. Et c'est un phénomène de société qui est respectable parce que si on regarde aujourd'hui Taylor Swift, on a parlé d'elle sur son influence potentielle pendant les élections américaines. On en parle à plusieurs reprises. Et on a parlé aussi de son Era Tour, je crois que ça s'appelle comme ça, son concert où elle a fait une grande tournée mondiale qui a eu un impact économique sur les États-Unis, apparemment clairement quantifiable. Donc c'est dire à quel point aujourd'hui elle a un poids dans la société américaine. Et donc aujourd'hui, ce scénario, il paraît complètement délirant, complètement fou, parce que là, on touche quand même à nos habitudes, à notre quotidien, et on va un peu... ça détonne, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une société où les réseaux sociaux s'imposent de plus en plus et vont continuer de se développer, avec aussi de l'intelligence artificielle qui va venir. Là, on est en train de se dire que non, Taylor Swift décide d'arrêter les réseaux sociaux, donc en gros, tous ses adeptes vont énormément se calmer, adopter un rythme de vie assez similaire au sien, donc ça veut dire qu'on va avoir aussi une augmentation de la démographie, avec des fans qui vont se dire c'est génial le mariage, c'est génial d'avoir des enfants, et donc du coup on quitte un peu les réseaux sociaux, on se concentre beaucoup plus sur la famille. L'impact, c'est quoi ? C'est assez simple, c'est tous les géants de la technologie comme Meta, Google par exemple, qui vont énormément souffrir de ce changement sociétal assez drastique, et par contre on va avoir un intérêt croissant pour l'économie on va dire un peu primaire, celle qu'on a connue pendant des années mais qui est un petit peu snobée en ce moment, et donc on va avoir des secteurs comme l'immobilier résidentiel, le bricolage, le luxe qui vont progresser dans un scénario où on va avoir une poussée de la croissance économique mondiale, et puis encore une fois une augmentation de la démographie qui sera favorable à l'économie, notamment l'économie américaine mais aussi l'économie mondiale. Ok, non mais assez fou, mais probable. Assez fou. Probable, et on verra si ça se fait. Voilà, on leur souhaite en tout cas. Si ça se fait, on verra quels seront les impacts. Bon, Andrea, là, c'est la dernière prévision choc, et celle-là en plus tu la connais bien. C'est une crise de la dette française. Alors on se dit, bon, est-ce que c'est pas déjà le cas ? Mais là, en fait, ce serait un petit peu... Allez, comment on peut formuler ça ? Ce serait un petit peu les marchés financiers qui mettrait un petit peu les finances de la France au pas et ferait un petit peu le ménage dans nos comptes publics. Est-ce que c'est réaliste ? Alors, c'est une prévision choc aujourd'hui, donc évidemment sa probabilité elle est plus faible que le scénario de base qu'on pourrait dresser pour la France, à savoir on va voter un budget et on va continuer d'essayer de jongler avec ce qu'on est capable de faire aujourd'hui malgré l'impasse politique dans laquelle on est. Mais c'est un scénario qui est peut-être un des plus crédibles de ces prévisions choc.
parce qu'on est aujourd'hui dans une situation qui devient de plus en plus insoutenable pour la France, qu'on a quand même une certaine complaisance des marchés depuis des années sur que ce soit notre situation de déficit, mais aussi sur les mesures structurelles qu'on n'adopte pas. Si on compare typiquement la situation de la France à celle de pays comme l'Espagne ou comme l'Italie, on a aujourd'hui des mesures structurelles qui ont été mises en place par ces pays et qui leur permettent aujourd'hui de se redresser, d'aller mieux et d'avoir une performance aussi. Quand on regarde la performance sur les marchés financiers, on est sur du plus de 30%, voire plus de 40% pour le MIB italien ou pour l'IBEX espagnol. On est à peine à 10% sur le CAC. Donc on a quand même globalement une sous-performance des marchés français depuis des années, mais quand même une certaine complaisance parce qu'on arrive à progresser et à avoir quand même une performance positive, là où on peut s'interroger sur la logique de cette performance. On pourrait y revenir. Il y a plein d'éléments qui permettent de la justifier, notamment le fait que les grands groupes réalisent une grande partie de leurs profits à l'étranger et pas en France, mais quand même, il y a une situation qui est lourde en France. Et là, aujourd'hui, le scénario, c'est de se dire: les marchés financiers vont prendre la place en gros du Premier ministre, vont prendre la place des politiques et vont imposer à la France un plan d'austérité et des mesures structurelles rapides pour lutter contre ce déficit et cette situation économique dramatique dans laquelle on est de plus en plus. L'élément déclencheur, ce serait quoi ? Ce serait une adjudication, donc ça veut dire une émission obligataire d'OAT français, donc les obligations d'État françaises, ratées. Ratées, ça veut dire donc, quoi ? L'adjudication, ça veut dire, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu la France qui dit coucou, qui veut me prêter de l'argent, s'il vous plaît, et ça, du coup, ça ne se passerait pas bien. Exactement. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que la France va proposer, donc va émettre une certaine quantité d'obligations, va demander à ce qu'on lui prête une somme d'argent, et en fait, elle va pas trouver de demandeur en face. Donc ça veut dire que la demande va être extrêmement faible pour cette adjudication, qui sera du coup ratée, et qui aura une conséquence immédiate sur les marchés, à savoir une vente massive d'obligations d'État françaises. On aurait un rendement qui passerait actuellement 3,5% à 6%. On aurait un spread avec l'Allemagne qui s'élargirait jusqu'à 400 points de base à son pic. Donc spread, c'est l'écart de taux avec l'Allemagne. Et l'Allemagne est considérée comme un bon élève. Et, donc, le meilleur élève. Voilà. Mais normalement considéré historiquement comme le meilleur élève avec la France. Et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que je disais, cette complaisance des marchés, elle va sauter. Ce dernier verrou qui sauterait et qui ferait justement qu'aujourd'hui la France n'est plus considérée comme un des meilleurs élèves de l'Europe. Cette crise de confiance, on peut y trouver un parallèle, on peut faire un parallèle ou en tout cas essayer de se rappeler d'un événement assez similaire. C'est celui de la crise du budget de Liz Truss en Angleterre. On avait eu une crise du budget en 2022, une crise britannique du budget avec la première ministre Liz Truss qui a dû complètement changer son fusil d'épaule pour justement rassurer les marchés, parce qu'on avait eu justement ce phénomène-là sur les obligations d'État britannique, et on avait dû avoir aussi une intervention d'urgence de la Banque d'Angleterre. Donc du coup, face évidemment à cette pression des marchés, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir un gouvernement qui va réagir dans l'urgence, qui va élaborer un plan de réforme assez profonde. On pourrait même parler justement d'un plan d'austérité, et l'idée évidemment c'est de restaurer la confiance. Petit point important quand même qu'il faudrait préciser, c'est que dans ce scénario-là, qui est évidemment un scénario noir, la BCE choisirait de rester en retrait. Donc ça veut dire que la BCE ne viendrait pas au soutien de la France en attendant justement d'avoir la mise en place de ces réformes et des signaux clairs de la part de la France et aussi de son économie, qu'on est dans une phase de redressement, qu'on est dans une phase de retour, on va dire un petit peu au sérieux budgétaire, ce qui manque aujourd'hui un petit peu. Donc voilà un petit peu ce scénario qu'on pourrait dresser pour la France, mais qui serait évidemment un scénario noir, mais pas si improbable que ça. Ouais, c'est assez fou parce que ça voudrait dire que finalement, dans le cas où plus personne veut prêter à la France, les prêteurs potentiels diraient « Ok, mais ils posent leurs conditions. Exactement. Ok, mais vous faites le ménage là-dedans. » C'est ça. Et ça pourrait, parce que, en fait, quand on est réfléchi, en tout cas pour l'instant, ça fait longtemps, on a une situation politique complètement bloquée. Donc là, par la politique, en tout cas, quelles que soient les mesures, il n'y a rien qui passe. Or, il va bien falloir quand même faire quelque chose. Et donc, on pourrait être contraint, du coup, par les marchés financiers, tout simplement, extérieurs. C'est un peu ça que tu penses. Et ça pourrait arriver en 2026 ? Ça pourrait tout à fait arriver en 2026. Aujourd'hui, on a un budget qu'on n'est pas sûr de faire voter. Ça peut être un premier élément déclencheur. On a ce que tu décris, qui est une espèce d'immobilisme politique. On n'a pas les bonnes mesures qui sont mises en place. On n'a pas de réforme structurelle massive qui est mise en place. Aujourd'hui, on se pose la question d'augmenter les recettes avec une pression fiscale accrue, mais on se pose jamais la question de réduire les dépenses, de diminuer les dépenses. Et donc ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui qui peut être, on va dire, un petit peu un cancer pour la France. Et il va falloir à un moment donné prendre un petit peu le taureau par les cornes et
et lutter contre cette situation. Et potentiellement, le problème, c'est qu'on ne luttera peut-être pas contre cette situation avant la prochaine élection présidentielle et encore. Donc du coup, on pourrait avoir à un moment donné une certaine lassitude des marchés et des investisseurs qui se détourneraient de la France et qui se diraient bon bah ok, ça suffit, on arrête un petit peu, on siffle la fin de la récréation et on vous impose des mesures d'austérité. C'est vrai qu'essayer de remplir un seau troué, ça n'a jamais été fonctionné. simple. Andrea, on a fait ces 9 prévisions. On va passer aux questions cash pour finir cette émission. Mais juste avant, j'aimerais avoir un petit peu ton avis. Avec tout ce qu'on s'est dit là, selon toi, allez, on va dire, si tu devais classer, allez, nous faire un top 3 des prévisions qui, selon toi, seraient les plus probables en 2026. Alors, on parle de la France, donc je vais rester sur la France. Je pense que je peux la citer comme étant une des plus probables, évidemment. Alors, peut-être pas dans tous les scénarios, peut-être pas toutes les lignes du scénario qu'on a dressé, mais en effet, je pense que ça paraît être une des plus probables. SpaceX, évidemment. Là, je me mouille pas beaucoup quand je dis ça, parce que on a déjà les premiers signaux d'une potentielle introduction en bourse. Alors évidemment, là encore, peut-être pas toute l'économie extraterrestre dont on parle, avec des voyages habités sur Mars aussi rapides que ce qui est prévu dans ce scénario, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui pourrait se réaliser. Et puis, je dirais peut-être en dernier quelque chose lié à l'intelligence artificielle. Alors, je vais essayer de rester positif, optimiste. Je ne vais pas parler du grand bug ou du saut quantique, mais peut-être plus du dirigeant, du CEO qui serait du coup une intelligence artificielle. Et donc là, encore une fois, dans l'idée, c'est de se dire qu'on a une intelligence artificielle qui permettrait à un conseil d'administration, à une entreprise, de prendre des décisions encore plus poussées, encore plus rapides, encore plus efficaces. Et celle-là, elle me plaît bien. Ok, bon, et si on devait se faire un petit bonus, Taylor Swift, peut-être ? C'est ouais. fort probable. Ouais, alors le mariage, la parentalité, etc. Je pense que c'est hyper probable. Ce qui paraît un peu plus improbable aujourd'hui, c'est le revirement total sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est une réelle économie pour ces stars du show business, et donc on les voit un peu moins se détourner totalement des réseaux sociaux. Et donc du coup, ce changement de société aussi extrême me paraît un peu plus improbable, un peu plus difficile à réaliser. Mais pourquoi pas avoir en effet, dans cette logique de parentalité de Taylor Swift et de son mari, peut-être un changement un petit peu plus en douceur vers un peu plus de réel que de réseaux sociaux. Et donc du coup, peut-être que ça peut avoir aussi une petite incidence sur les fans de Taylor Swift. C'est possible. C'est vrai que j'y crois plus dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de booster la démographie, la parentalité, les mariages et tout. De ce point de vue-là, j'y crois plus. C'est vrai que les réseaux sociaux, bon, on ne sait jamais de quoi demain est fait, mais que tout s'arrête du jour au lendemain, etc. On y croit un peu moins. Ouais, je pense que c'est un peu extrême. Mais on ne sait pas. Ok, Andrea, c'est l'heure des questions cash. Donc à chaque fois, je pose sur deux questions cash. La première, c'est l'investissement casino. Je précise, c'est pas un conseiller en investissement. C'est tu as une somme d'argent dont tu n'as pas besoin. Ce n'est pas celle de tes clients. Si tu avais un coup à faire, là, un pari un petit peu fou, un petit peu spéculatif, dans quoi tu irais là tout de suite? Dans quoi tu mettrais ton billet? On parlait beaucoup de l'or tout à l'heure, et l'or pour le coup c'est un investissement refuge. On parlait d'investissement refuge et tangible avec l'or. Moi, là j'irais sur un autre actif qui n'est pas du tout considéré aujourd'hui comme un investissement refuge, parce que justement il est victime d'une grosse volatilité. Tu as des écarts de mouvement au sein d'une même journée qui sont assez extrêmes sur cet actif-là, et cet actif-là c'est l'argent. Moi justement, pour prendre un aspect hyper spéculatif, je me dirais pourquoi rester sur l'or aujourd'hui qui est sur des niveaux hyper élevés? Pourquoi ne pas aller sur un actif qui a une performance quand même de, je crois, si je dis pas de bêtises, plus de 180% depuis le début de l'année, donc on est quand même sur de l'hyper spéculatif quand on est sur ce type d'actif-là. Faire le pari que ça peut continuer, qu'à court terme on peut atteindre par exemple les $80 l'once d'argent, qu'à plus long terme on peut dépasser les $120 l'once d'argent. Ça serait un petit peu ça l'idée de ce scénario. Pourquoi spéculatif? Ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est hyper volatile, qu'aujourd'hui les investisseurs vont plus naturellement vers l'or, mais se dire justement qu'il y aurait un petit peu un changement de paradigme là aussi, qu'on irait un peu plus sur l'argent dans une optique aussi de rattrapage, mais surtout dans une prise de conscience de son intérêt industriel, parce que l'argent c'est aussi un métal qui est utilisé pour l'industrie, et encore plus dans tous les phénomènes d'électrification qu'on a aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. On a un besoin aussi en argent, et donc je pense que c'est un actif qui peut avoir une grosse performance dans les années à venir, mais il n'y a rien de sûr, encore une fois, sur l'argent, et on a cet aspect hyper spéculatif, encore une fois, avec la volatilité qui est énorme, avec des
des mouvements qui sont colossaux au sein d'une même séance de bourse parfois. Et si tu devais faire ça, tu tirais sur quoi? Sur un ETF argent? Ouais, alors sur un ETF argent, c'est une possibilité c'est ce qui est le plus accessible en tout cas pour tout le monde. Après, pour ceux qui veulent aller encore plus dans la spéculation avec de l'effet de levier, on peut directement aller sur le marché des devises et jouer des paires de devises, donc typiquement XAG, donc XAC, qui est le symbole pour l'argent contre de l'euro ou contre du dollar. Ok. Bon, la deuxième question cash. T'es sur une île déserte, t'es en train d'enterrer un coffre dans le sable. Ce coffre, t'iras le déterrer, mais dans 10 ans, tu n'y as pas accès entre-temps. Quels actifs, tu peux en mettre plusieurs, tu mets à l'intérieur de ce coffre? Alors là, du coup, on va aller sur quelque chose d'un peu plus long terme, un peu plus sécure. Je pense que je mettrai plusieurs choses dans ce coffre. Évidemment, je me contenterai pas d'un seul actif. J'essaierai d'avoir une vision, là, pour le coup, beaucoup plus diversifiée. Donc, une approche que je pourrais avoir dans la vie de tous les jours avec une diversification accrue pour minimiser mon risque. Et surtout, une approche où j'ai du temps long, c'est ce que j'aime bien, c'est-à-dire pas être dépendant des mouvements de marché qui sont sur le court terme. Je pense que le côté timing est hyper difficile. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une optique où ils raisonnent en voulant battre le temps sur le marché. Aujourd'hui, je pense que c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux investir avec justement un temps long. Donc là, pour le coup, j'aurai plusieurs secteurs. Je pense que je mettrai évidemment de l'intelligence artificielle, mais en étant hyper sélectif sur des sociétés où je fais le pari aujourd'hui qu'elles vont monétiser leurs investissements en IA à venir, et sur les sociétés qui l'ont déjà monétisé, qui pour moi garderont un avantage concurrentiel par rapport à d'autres. Donc j'aurai un investissement sélectif sur l'intelligence artificielle. Je resterai investi sur des sociétés comme des sociétés du secteur de la défense, parce que j'estime aujourd'hui que sur la défense, beaucoup pensent que c'est un phénomène court terme, où on veut juste renforcer notre sécurité à court terme. Mais je pense qu'aujourd'hui, je pense que les gens doivent prendre conscience que la sécurité, c'est plus une option, mais c'est une obligation. Et donc, du coup, l'augmentation des budgets de défense, je pense pas que ça soit quelque chose qui va se limiter sur le court terme. Donc, j'aurai de la défense. J'aurai aussi du luxe, pour être un peu chauvin. En France, c'est un des gros secteurs qu'on aime, avec des très très belles sociétés. Et je pense que petit à petit, on va avoir un changement sur le luxe. Aujourd'hui, le luxe, c'est trop souvent reposé sur ce qu'on appelle le pricing power, à savoir, on essaye de lutter contre des facteurs extérieurs, et par exemple les droits de douane de Trump, en augmentant les prix des produits qu'on vend. Et on met un petit peu de côté l'innovation ou d'autres aspects qu'on peut utiliser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le luxe va changer et va un peu prendre conscience que le pricing power, c'est plus du tout ce qui marche. Et donc, je pense que c'est un bon point pour l'avenir. Et donc, je pense que le luxe, c'est un secteur qui pourrait performer. Je mettrai un peu un ETF sur des valeurs de rendement, type valeur dividende. Et j'aurai un biais sur l'Asie, parce que je pense qu'on aura finalement un rattrapage, notamment de la Chine, dans les années à venir. On n'a pas encore aujourd'hui. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir une diversification avec pas mal de secteurs qui sont à la mode, d'autres qui le sont peut-être un petit peu moins. Diversification géographique, parce que je pense que dans les valeurs que je mettrais, ça serait des valeurs qui seraient à la fois sur du secteur Asie, États-Unis, Europe. Des valeurs cycliques, des valeurs de rendement avec des valeurs dividendes. Et oui, peut-être un dernier thème aussi, pour contrer l'intelligence artificielle, j'aurai certainement des boîtes de cybersécurité. Ah, ça nous fait un beau coffre, là. C'est bien. Ça fait un beau coffre. Là, t'es bien armé pour les 10 prochaines années, là. J'espère. Non, mais c'est super idées, en tout cas. Écoute, merci beaucoup, Andrea, d'avoir été avec nous. Je rappelle que tu es responsable des activités de marché chez Saxo Bank et que tu es co-auteur, du coup, de cette étude pour un petit peu prévision choc 2026 de Saxo Bank. Écoute, moi, ça me ferait plaisir que tu reviennes dans un an et qu'on voit un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé, et puis que tu viennes aussi nous faire les prévisions pour l'année prochaine. Et puis j'espère que tu reviendras quand même dans moins d'un an quand même, parce que avec grand plaisir. Ça fait un petit peu long, voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Andrea. Et puis quant à vous, comme je l'ai dit en début d'émission, continuez à nous envoyer vos questions. On les prendra pour les prochaines émissions. Et puis surtout, prenez le contrôle de votre argent.